Lilith, déesse, première femme. Lilith, damnée, prostituée. Lilith, succube, reine des enfers. Lilith, sauveuse des femmes, symbole des féministes. Lilith, tantôt femme fatale, Tantôt très androgyne. Tantôt très masculin. Lilith, pourvue d'ailes ou parée de cornes. Bienvenue à la première édition du prix Lilith. Cette année, le prix Lilith représente l'opportunité pour des oratrices novices ou expérimentées de crier leurs ambitions, de raconter leur histoire, de faire valoir leurs revendications. Le prix Lilith, c'est donner la parole à celles qui n'ont pas toujours l'occasion de se faire entendre. c'est écouter et admirer le talent de jeunes personnes qui, pleines de conviction, d'envie et d'histoire, osent s'exprimer et dénoncer. Le prix Lilith, c'est écouter le cri du cœur des minorités. C'est sourire, pleurer, rire, avoir peur, en vouloir au monde entier, être attendri. Mais surtout, être subjugué par le talent de nos oratrices. Victoria, Agathe, Lisa, Sundus, Charlotte, Kimberly, Kellys, Esther, Camille, Ambre, Céliane, Lisa, Pauline, Julie, Charlotte, Paola Alicia, Joanne, Louane. et Mathilde. Mesdames et tous au milieu d'abord, messieurs ensuite. Veuillez réapplaudir nos 20 oratrices. sur des sujets libres qui leur tiennent à cœur, et elles discourront tour à tour pendant un temps maximum imposé de 4 minutes. cher public, soyez attentives et attentifs et prenez note car à la fin de leur passage, vous aurez l'occasion de voter pour votre discours favori, alors n'en perdez pas une miette. Et pendant ce temps-ci, nos chers jurés se retireront afin de délibérer et de choisir les discours qui les auront le plus convaincus. Nous souhaitons chaleureusement vous remercier, chers membres du jury, d'avoir accepté de faire honneur ce soir à l'éloquence, à la diversité et à la liberté d'expression. Notre première jurée est une habituée de cet amphithéâtre. Madame Élise Foncuberta, vous êtes étudiante à Sciences Po Saint-Germain, ancienne vice-présidente des Tribuns de Saint-Germain et ancienne présidente de la Fédération française de débat et d'éloquence. Nous n'en doutons plus, l'éloquence n'a plus de secret pour vous. Madame Marie-Camille Vallot, vous êtes à la fois gagnante du premier prix du concours d'éloquence de la ville des Mureaux et vous êtes aussi actrice et étudiante en 4e année au cours Florent, une année supplémentaire qui permet de se préparer au concours des écoles nationales de théâtre. Maître Roxane Best et Maître Chloé Laval, vous êtes toutes deux avocates au barreau de Paris et anciennes secrétaires de la conférence du barreau. Le concours de la conférence du barreau est un concours jugeant l'aptitude oratoire et la capacité de conviction des avocates et des avocats. Madame Frédérique Martz, vous êtes à la fois présidente et cofondatrice du réseau d'associations Women Safe and Children. Vous êtes investie dans la lutte contre les VSS. Vous êtes aussi la cofondatrice et déléguée générale du fonds de dotation Institut en santé génétique. Et vous venez de créer l'Académie Women Safe pour transmettre vos connaissances au plus grand nombre. Et pour clôturer ce prestigieux jury, Madame Catherine Lemagresse, vous êtes juriste, doctoresse en droit et ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Résolument engagée dans la cause féministe, nous vous remercions sincèrement de votre présence ce soir qui vient compléter ce merveilleux jury. Ce soir, comme Lilith, réinventez-vous à l'infini, présentez-nous vos 1000 facettes, rayonnez, pleurez. Parlez avec votre cœur et soyez vous-même. Pas de honte, pas de tabou, pas de chichi. Ce soir, dévoilez-vous, donnez tout et amusez-vous. Ce soir, il n'y a pas de vainqueureuse, pas de compétitrice, seulement des oratrices. Nous sommes
toutes les quatre si heureuses et impatientes de toutes vous entendre. Et nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à discourir que nous en aurons à vous découvrir. Cette année, nous sommes heureuses pour cette toute première édition du prix Lilith d'avoir pu collaborer avec l'association féministe intersectionnelle de Sciences Po Saint-Germain, Femmes et ses membres à qui nous allons donner tout de suite la parole et que nous remercions grandement pour leur engagement à nos côtés dans ce projet qui nous tient tant à cœur. Nous espérons que vous allez passer une soirée des plus agréables et des plus éloquentes. Ce soir, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Merci aux oratrices et spectatrices pour votre présence à cette soirée exceptionnelle. Merci aux tribuns, et plus particulièrement à leur bureau féminin, d'avoir collaboré avec nous pour cet événement dont nous sommes très fiers et qui nous tient beaucoup à cœur. Nous sommes les membres de Femmes, l'association féministe intersectionnelle de Sciences Po Saint-Germain. Notre valeur cardinale, c'est l'intersectionnalité, c'est-à-dire la prise en compte de toutes les oppressions, de l'intersection des oppressions, et donc des inégalités entre les expériences individuelles. C'est donc prendre en compte qu'une femme blanche ne subit pas les mêmes oppressions qu'une femme racisée, qu'une personne cisgenre ne subit pas les mêmes oppressions qu'une personne transgenre, et ainsi de suite pour toutes les autres oppressions. Les objectifs de Femmes sont de déconstruire les préjugés autour des différentes formes d'oppression telles que le genre, la binarité ou encore la race. Mais aussi de promouvoir des valeurs d'adelphité, des liens de solidarité qui dépassent les distinctions de genre. Il est important pour nous de participer à l'organisation de cet événement pour mettre en avant cette démarche et permettre à toutes les personnes minorisées de s'exprimer dans un cadre qui leur est dédié. Nous tenons encore une fois à insister sur l'esprit de bienveillance qui anime ce prix. Car pour nous, toutes les oratrices peuvent déjà se féliciter d'être là et de prendre la parole. Nous voulons saluer votre courage, car nous savons que prendre la parole lorsqu'on fait partie d'une minorité n'est pas toujours chose aisée. Cet événement s'inscrit dans notre semaine du 8 mars, qui est une date fondamentale pour les luttes féministes, parce que c'est la Journée internationale des droits des femmes. Cette semaine permet de célébrer les droits acquis par les luttes féministes, mais aussi ceux qui sont encore en cours d'acquisition, ici et ailleurs. Ce soir, nous revendiquons un droit à la parole, un droit de dire ce qu'on a sur le cœur sans s'auto-censurer, mais aussi et surtout un droit d'être entendu et d'être écouté. Car nous revendiquons également un droit au respect et à la bienveillance. Nous tenons encore une fois à vous prévenir que certaines thématiques abordées ce soir peuvent être sensibles pour certains et certaines d'entre vous. Pour cela, nous ferons des avertissements avant chaque discours concerné. Si vous ressentez le besoin de sortir, de parler ou de vous isoler, nous organiserons et assurerons une safe zone dans l'aquarium. Merci pour votre écoute et bonne soirée! Sur le premier sujet, Mon père, j'ai péché, Agathe Littmann-Santilly. Mon père, je me confesse, j'ai péché. À m'être efforcée de croire, jour, nuit, je me suis plongée dans le noir. Mon père, croire en toi fut intense, là m'est arrivé. Aujourd'hui, mes yeux rivés sur le passé, je ne peux plus de tes méfaits douter. Cet inconscient a construit ce mur, et il est porteur, je te l'assure, ce wall. Petite, j'ai cru te voir grand. Rolling Stones, U2, Pink Floyd au volant. Tu m'en as appris des choses, mais pas toujours pour la bonne cause. J'aurais voulu que tu comprennes. J'aurais voulu qu'à tous ces comment, pour qui, pourquoi t'y répondes. J'ai cru
que tu pouvais comprendre? Est-ce que j'y crois encore? Bonne question. Que tu y répondes ou pas, ça reviendrait au même. Mon père, d'avoir trop cru en toi, je me suis perdue. Le cordon très vite coupé de mon cœur, tu as été arraché. Derrière toi, je ne courrai plus. À penser tout savoir, tu t'es trompé. Un je t'aime, ta bouche n'a jamais su souffler. Ne sachant pas aimer, tu as renoncé à l'idée qu'un jour, tu pourras correctement nous le montrer. Tu ne m'entends pas, n'est-ce pas? Du moins, c'est sûr, tu ne nous écoutes toujours pas. Une fois, 2 fois, 100 fois, je m'y résigne, c'est trop pour moi. Chacun de mes reflets confirme, face à moi, plus aucun choix. De doute, je ne suis plus parsemée, de ton amour, jamais bercé. Tu me semblais si petit, oui, mais maintenant, en moi, je te retrouve si grand. Peur, peut-être, de n'être jamais assez, trop soi, pas assez bien. Le concours Sciences Po, très bien pour t'amuser, mais tu feras maths, prépa, ingé. Malgré moi, les entailles se sont creusées. Malgré toi, derrière toi, tant de débris tu as laissés. Un mal maintenant incarné, un mal levé bien haut, un mal si grand que non, je n'y arriverai plus. Je n'arrive plus à t'appeler papa, c'est trop. Mon père, je me confesse, j'ai péché. D'avoir trop cru en toi, j'ai perdu croyance en moi, assentiment, vide intérieur, perte de foi. Les larmes ne coulent plus le long de mes joues. D'espoir, j'ai perdu goût. Alzheimer, peut-être tu as, puisque tu ne le réalises même pas, tout ce fracas. Mon père, je me confesse, j'ai péché. Un jour, peut-être, tu réaliseras, un jour, peut-être, je recommencerai à croire en toi. Pour le second discours, Une nuit avec moi, Lisa Saint-Leb. Je respire enfin. Le poids hallucinant qui reposait sur mes épaules s'est allégé. Mes pensées se sont enfin un peu éclairées. Mes paupières sont bel et bien fermées. Ne croyez surtout pas que vous arriverez à me réveiller. Je suis partie dans les bras de Morphée et j'ai bien l'intention d'y rester. Le voilà, mon souhait, je ne demande qu'à me reposer. Alors m'y voilà, dans mes draps de soie, enroulée dans ma couette, la tête enfoncée dans mon oreiller à mémoire de forme, je dors. Le paysage change. Ah, je ne dors plus complètement puisque je rêve, fin du repos total et début de la vraie légèreté. D'un coup, je vois le visage de ma maman. Peut-être que parmi les terriens, certains en valent encore un peu la peine, finalement. Nous sommes face à face. Ensemble, dans une salle à la lumière orangée, il me semble qu'elle me sourit, mais elle me paraît loin, si loin. Je lui cours après, elle me semble hors de portée, j'hurle son nom, crie « Maman !» à en perdre le souffle, je m'effondre, pleure, crie. Et comme à son habitude, elle finit toujours par me tendre la main. Elle me prend dans ses bras, me rassure, mon rythme cardiaque se calme enfin. La paix et le repos que j'étais venue chercher s'affirment à nouveau. Cette fois profondément endormie, loin du moindre cauchemar qui me réveillerait en sursaut, je suis désormais princesse dans un château où tous les murs sont peints en rose. C'est plutôt chouette, j'avoue y prendre goût. Je m'étonne à rêver de ma chance et me prends à penser, pincez-moi, je dois rêver. Machinalement, je m'exécute et me réveille en sursaut. Effectivement, je rêvais, et vous commencez à me connaître, en grande pessimiste, je me revois uniquement m'éloigner de ma maman. Plus de nuages, fini le conte de fées, je ne suis plus une princesse, non, je me crois orpheline dès le réveil. La boule au ventre est de retour, mais où est passée la Lisa paisible et reposée? Ça fait bien longtemps que j'ai cessé de la chercher. Je renfile dépitée, mon poids sur les épaules. Victime de ma propre anxiété, affaiblie par ma vision déformée du monde qui m'entoure, j'ai un peu l'impression d'être condamnée.
Je sais que je n'ai pas le choix, il est 2 heures du matin, je dois me rendormir. Je me tourne dans mon lit, m'enroule à nouveau dans ma couette et ferme les yeux un peu fort pour essayer de me convaincre que je vais réussir à le rattraper, le train du sommeil, qu'il m'attend en gare, que je vais le retrouver, mon billet pour chez Morphée. Je lâche prise. Pour la première fois de la journée, je laisse mon esprit vagabonder et comme toujours, c'est toi qu'il vient chercher. Tu sais, c'est à croire que je ne dors que pour te rencontrer. Mon amour, puisque tu n'es là que dans mes rêves, j'envie souvent le moi qui te parle dans ma tête quand mes yeux sont clos. Puisque dans la vraie vie, tu ne me regarderais qu'avec dédain, quelle joie que de sommeiller et de recueillir tes sourires. Dans mon imagination, tu es parfait et tu me crois parfaite. Dans mon inconscient, tu me regardes directement et tu me dis « Qui serais-je sans toi? Je suis fou de toi, j'y crois ». Dans ces rêves-là, tu fermes les yeux, tu oublies tout le reste, tu ne vois que moi. Le sourire aux lèvres, je crois m'assoupir à nouveau, je t'imagine comme cela et cela apaise pas mal de mes tourments. Passer minuit, que tu le veuilles ou non, pour moi, c'est notre rendez-vous. On y est ensemble. Enfin, presque, parce que je sais au fond que toi, tu n'y es pas complètement. Mais si j'arrive à prétendre le contraire suffisamment, mon cerveau finira par y croire, et ça, c'est fantastique, parce qu'il se mettra dès lors à refléter des images de toi. Plus je pense et plus le constat est évident, il ne vient pas, mon sommeil. Mes pensées s'obscurcissent tout à coup, elles se troublent. Tu t'en vas, ce n'est plus à toi qui pense, mon cerveau, là. Des questions sans réponse s'enchaînent, alimentant mon anxiété. Est-ce que mon sommeil n'est qu'un aperçu de ma mort, un décès prématuré? Est-ce que quand je dors, c'est un peu comme si j'étais morte, puisque je n'ai plus de perception de la réalité, ni de capacité d'interagir avec le monde qui m'entoure? Ça fait quoi, en fait, la mort? J'ai mal au ventre, je ressens un creux dans mon estomac, c'était vraiment pas le moment de penser à ça. Elle qui est partout et nulle part, elle qui est inévitable, je sais que je ne lui échapperai pas, que non plus. Je dis eux pour parler de ceux que j'aime, car les nommer risquerait de la rendre concrète, l'idée de les perdre. D'ailleurs, c'est même pas concret, la mort. Je la comprends pas, je ne sais pas, ça me perturbe, ça m'angoisse. Je ne respire plus, je transpire dans mes draps, je me tourne et me retourne, ça ne passe pas, il est 4 heures, mon réveil sonne dans 3. Et il ne viendra pas, mon sommeil. Quelle idée j'ai eu de me pincer quand j'étais princesse. Non, désormais, je ne suis plus qu'une boule d'angoisse sans personne à contacter. En même temps, ils ont raison, c'est vraiment pas une heure pour être réveillée. Sans trop m'en apercevoir, les aiguilles ont accéléré sur le cadran. Le temps passe vite, peut-être me suis-je rendormie finalement. Il est 7 heures. J'entends cette musique si familière, elle m'arrache à un demi-sommeil, me forçant à un total éveil. C'était le son de mon réveil. Il est 7 heures. Je me lève. Et sur le sujet sororité, veuillez accueillir Victoria Derex. J'aurais bien aimé avoir une sœur, lui dire toutes les erreurs que j'ai faites pour qu'elle ne les fasse pas, la consoler, pleurer avec elle, puis rire. L'engueuler quand elle fait n'importe quoi, qu'elle me dise que je n'ai pas envie d'entendre, parce que personne ne dit jamais ces choses-là, à part une sœur. Qu'on danse et qu'on chante jusqu'au petit matin, que je lui ouvre les yeux et qu'elle m'ouvre son cœur. Je panserai ses plaies, elle penserait à moi et je me plais à penser à tout ce que l'on pourrait faire. Autour de moi, j'ai des amis qui ont des sœurs, et je me suis déjà surprise à envier le lien spécial qui les unissait. Et lorsque je réfléchissais à cela, perdue dans mes pensées, en me disant qu'en plus de mes 2 frères, une sœur ne serait pas de refus, je me suis réveillée. Je me suis rappelée de celles que j'avais rencontrées en maternelle et de toutes celles qui m'ont accompagnée et m'accompagnent encore aujourd'hui. Des soirées pyjama à se raconter des histoires, des spectacles de danse improvisés, de la douceur et de l'insouciance de l'enfance, à se tresser les cheveux à la récré. Les bracelets d'amitié qui finissent par rouiller, les pièces de théâtre filmées à la DS, les dessins échangés au dernier jour d'école. Au fur et à mesure, les années s'écoulaient. Et du collège au lycée, mon cœur s'est agrandi pour accueillir d'autres sœurs. Elles sont comme des facettes de moi et trottent sans cesse dans ma tête. Quand je vois quelque chose qui me fait penser à elles, quand elles ne vont pas bien, quand je m'inquiète pour elles, ou quand elle me manque. Lorsque je regarde des photos et que je pense à nos souvenirs en riant toute seule, ces souvenirs doux amers qui ne reviendront plus, mais laissent en mon cœur un goût de miel. Ce que j'aime le plus avec mes sœurs, c'est lorsque nous nous unissons, lorsque nous savons que l'une d'entre nous ne va pas bien sans qu'elle ne le dise,
que nous l'entourons et lui faisons sentir notre amour par un câlin autour d'elle. Allongée sur le sol d'un studio étudiant, à moitié endormie sur un fond musical, je prends une couverture et la dispose sur l'une d'entre elles. C'est comme si le temps s'arrêtait l'espace d'un instant. Ce que je fais pour elle, je sais qu'elle le ferait pour moi. Comme ces fois où je suis triste et que j'entends toquer chez moi, sans que pourtant je n'ai averti personne. Ces fois où j'appelle l'une d'entre elles et qu'elle me dit « Tiens, je pensais justement à toi et j'allais t'appeler ». Quand nous courons l'une vers l'autre, après avoir été longtemps séparées. Avec elles, je ne suis jamais seule. Avec moi, elles ne sont jamais seules. Celles qui m'ont accompagnée et m'ont fait devenir qui je suis ne m'ont pas abandonnée. Et après toutes ces années, je me dis que nos âmes sont liées. Nous n'avons aucun lien de sang, pourtant, lorsque l'une d'entre elles me dit que je serai la marraine de son premier enfant, je la crois vraiment. Ou bien quand, un dimanche soir, nous signons un contrat disant que nous vivrons ensemble lorsque nous serons vieilles. Les moments passés ensemble me font me sentir bien. Je suis exactement là où je devrais être. Je n'ai pas à m'excuser d'être celle que je suis. Je peux crier, chanter, rire, pleurer, danser. Je peux dire les premières pensées qui me viennent en tête, sans même y réfléchir avant. Je me laisse porter par cette énergie et l'amour que je ressens, qui se propage tout autour de moi, sans n'avoir crainte d'une non-réciprocité. Et je songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, auprès de mes sœurs. Sur le sujet château de cartes, veuillez accueillir Charlotte Prince. Putain, fais chier! Dimanche après-midi, 15h07. Je constate avec consternation que le château de cartes que j'essaye désespérément de construire depuis 2 heures s'est écroulé pour la 203e fois. Pourtant, j'avais mis toutes les chances de mon côté. J'avais utilisé des cartes un peu anciennes pour qu'elles ne glissent pas trop, trouvé un tapis en velours pour avoir une surface idéale. Mais rien à faire. Mon château ne dépassait pas 2 étages avant de lamentablement s'effondrer. Laissant mon ouvrage désespérément inachevé sur la table, je décidai donc de prendre une pause courte, mais indispensable. Campée sous un jet d'eau bouillante, je broie du noir. Un flot incessant de pensées se cogne dans ma boîte crânienne. Je pense tellement fort que les gens vont finir par m'entendre. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? Pourquoi mon édifice s'écroule-t-il à chaque obstacle sans pouvoir y résister ? Et surtout, pourquoi est-ce que je m'obstine à inlassablement dresser un château de cartes qui sont voués à s'effondrer ? Dans un néant de perspicacité rationnelle, la réponse s'offre enfin à moi. Mais oui, l'origine de mes échecs perpétuels est en fait évidente. La société est contre moi. Elle me met des bâtons dans les roues et me regarde m'étaler de tout mon long plutôt que d'avancer. Et je peux vous dire que ces bâtons sont loin d'être des brindilles. Car dans mon château de cartes, les normes de papier font de la reine l'ombre du roi. La dame n'est que le valet tributaire d'une figure suprême qui règne en maître dans un jeu truqué. Comment alors abattre ces cartes lorsque la bataille déroge aux règles d'une partie dont les dés sont déjà jetés ? Comment défendre les idées qui nous tiennent à cœur lorsque les maîtres du jeu feignent la sourde oreille ? Parlons-en d'ailleurs du cœur, cet organe vital qui n'est pas non plus des plus coopératifs. Source de vie, maître de ma mort, mon cœur a ses raisons que moi-même j'ignore. Au royaume du choix, mon cœur est roi et mes émotions souveraines. Je prends les choses trop à cœur car j'ai trop de choses sur le cœur. Et en plus d'être de mauvais conseils, j'ai métaphoriquement et littéralement un petit cœur cabossé. On dit souvent « heureuse au jeu, malheureuse en amour ». Autant vous dire que j'ai une sacrée chance de cocu. Car dans ce jeu de l'amour qu'est le hasard, j'ai été la grande perdante. En prenant des risques qui n'en valaient pas la peine, j'ai failli perdre la main dans la bataille et finir solitaire. Coincée dans un passé qui ne passe pas, je ne peux désormais plus qu'avancer,
le cœur mal accroché mais toujours entier. Mais à force de broyer du noir, j'en oubliais la lumière. Mon corps se réchauffait doucement au fil de l'eau, mais le torrent de mes pensées ne tarissait pas. Alors, avant de me faire emporter par le courant, je pris une profonde inspiration pour remonter à la surface. Le responsable de mes échecs n'est pas notre société dysfonctionnante, ni même les hommes, qui pourtant sont à l'origine de beaucoup de problèmes, non. La première responsable, c'est moi. Ce château de cartes qui gît au sol, c'est moi qui le fais infatigablement s'effondrer d'un revers de la main. Plutôt que de me bâtir en apprenant de mes erreurs, je détruis ce que je construis par mépris. Comme une croûte qu'on continue d'arracher sans vraiment savoir pourquoi, je persiste à m'auto-saboter pour m'empêcher de cicatriser. Je me ronge de l'intérieur, je m'écœure de déception, je vis par procrastination, je suis lasse de trèfles qui piquent mon cœur et me laissent sur le carreau. En fin de compte, je cache bien mon double jeu. Ma forteresse n'était qu'un château de sable, une construction éphémère vouée à s'effondrer. Alors, à défaut d'ériger un palais en carton, je me contenterai d'une cabane en béton. Sur le discours Black Women No Cry, Keep Your Head Up, Kimberly Della. Black woman, no cry. Keep your head up. Être née femme noire signifie être née avec la responsabilité de vivre toute ton existence dans la résistance. Bien que tu sois une Mwasi Kitoko, tu es l'objet d'opprobre. Jamais assez douce, jamais assez reconnue, trop sensuelle, trop sauvage. As Tupac said, but please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget. Girl, keep your head up. Suis-je trop noire? Un blanchissement de peau ne me ferait pas peut-être trop de mal? Et mes cheveux sont-ils trop crépus? My heart is bleeding. Kimpembe, Reid, Pamoli. Black woman, no cry. Keep your head up. Angry black woman, right? We want to know why I'm mad. Mad because Barbie is the standard of beauty. Mad because I can't say my opinions out loud without being called Rudy. Black woman, no cry, keep your head up. Femme africaine, femme galipette. Et pour que la légende subsiste, il faut des docteurs folles amour, des docteurs Marion 6. Black woman, no cry, keep your head up. As-tu oublié ta couronne, reine de Saba? Récupère-la. Récupère-la, car tu es le sel de la terre. La lumière dans un monde réfractaire. Couleur d'ébène, fruits mûrs à la chair ferme. Comble-moi de tes délices, et mon cœur sera rempli de plaisir. Black woman, no cry, keep your head up. Je grave ces mots aujourd'hui pour que l'humanité se souvienne de toi, pour que tu sois, toi, loué, honoré, adoré, et pas oublié. Black woman, no cry, keep your head up. Et sur le sujet vite, le temps presse, Kylise.
Ouais, allô papy? Oui, désolée de pas être venue hier soir, j'avais pas trop le temps. Ça te dérange qu'on se rappelle un peu plus tard? Je suis un peu pressée là. Ouais, bisous, bye. 3 heures plus tard. Ah non, je vous rassure, hein, c'est pas le temps que j'ai pris à apprendre mon allemand, réviser les conflits de l'Empire ottoman et encore moins rattraper le cours de Monsieur Belan. Mais bien le temps que j'ai perdu bêtement en scrollant. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis un peu pressée. Enfin, il y a une soirée du BDE et j'aimerais ne pas avoir à faire un trajet trop périlleux pour me rendre sur les lieux. Moi, mon père, il s'appelle Jean. Il a tendance à pas mal prendre la chansonnette au pied de la lettre puisqu'il prend souvent, très souvent, son temps. Alors que moi, en homo economicus avéré, ouais, j'ai révisé le cours de Monsieur Belan, je cherche tout le temps à le rentabiliser. Parce que comme l'a dit un grand savant, le temps, c'est de l'argent. Alors que c'est à peine si j'ai un emploi vacant. Mais que dis-je? Vite? Le temps presse? Le temps presse réellement? Non, je vous jure que le temps presse, avant que sous couvert de tendresse et de caresse, il ne l'agresse. Excusant sa maladresse, par son stress, son ivresse, sa tristesse, et je ne sais quelle autre bassesse, la faisant devenir la 26e femme à succomber au coup de son bien-aimé. Nous pensons à Lucie, Magali, Michel, Brigitte, Martine et toutes ces anonymes, dont on ne prend pas le temps de prononcer le nom. Le temps presse avant que je ne supprime un nouvel artiste de ma playlist, non pas parce qu'il est l'auteur de mauvais sons, mais l'auteur de multiples agressions. Le temps presse aussi pour Judith Godrèche, qui en 5 minutes aux Oscars doit résumer 5000 souffrances perpétrées par ces bâtards. Car elle parle, et vous ne les entendez pas, car non, ils n'auraient jamais pu faire ça. Seulement 1, 2, 3 fois, il les a agressés. 4, 5, 6 fois qu'elles l'ont accusé. Pourtant, 7, 8, 9 fois récompensée et pas une seule fois condamnée. Le temps presse et passe. Elle pleure et elle meurt. Dans 9 minutes, une femme mourra parce qu'elle n'a pas pu avorter en sécurité. Heureusement pour nous que nos sénateurs, bien qu'un peu conservateurs, se soient enfin décidés à se faire nos défenseurs. Mais de par Dieu que le temps ne presse pas pour la justice à condamner de nombreux de ces cas. Ici, toute ressemblance avec les noms de DSK ou de Depardieu serait fortuite. Non pas qu'au-delà d'être de sacrés merdeux, ils sont une chose dont la langue française n'est pas assez violente pour les désigner. Le temps presse aussi pour le français, avant qu'il ne devienne qu'un florilège de mots contractés, un langage de détraqué composé de Apagnan et de Kouakoubé. Le temps presse avant que l'extrême droite accuse la transformation du français par l'africation de la France. Et non, Eric, ça n'a aucun rapport avec l'Afrique, ça veut dire la friction entre deux mots. Le temps ne semble toutefois pas pressé pour les politiques à l'approche de la date fatidique de l'épuisement des ressources naturelles. Il vous reste actuellement 5 mois, 18 jours, 11 minutes et 3, 2, 1 seconde avant que l'humanité finisse par imploser. Le temps presse avant que 15 degrés devienne une banalité un 3 février, avant que la station de la Plagne se transforme en la plage, et que la Reine des Neiges devienne la seule archive de nos hivers où on mettait encore des polaires. Le temps ne manque pourtant pas à Marco, étudiant de Sciences Po, qui ayant vu un vol à 14 € a foncé sous les tropicaux. Mais je vous assure qu'il sait que le temps presse. Il a posté le hashtag écolo dans sa story depuis son bateau à Monaco. Et puis Sarah, elle sait qu'il ne faut pas consommer Zara. Mais enfin, tu comprends, cette veste coûtait que 25 €. 1 € pour les travailleurs, 10 € pour l'industrie textile et 14 € de préjudice à la nature. Le temps presse parce qu'avec la montée des eaux, je ne pourrai peut-être plus jamais faire de discours écolo. Le temps presse, papy. J'ai si peu de temps pour expliquer à tous ces gens que 4 minutes, 24 heures, 365 jours, c'est pas assez. Le temps presse. Papy, le temps presse. Le temps presse réellement. Parce que malheureusement, je ne pourrai plus jamais être pressée à l'idée de te revoir.
Sur le sujet La comtesse sanglante, Esther Joyer. Si vous lisez ces mots, c'est que mon âme est déjà bien loin. Ou que vous pensiez qu'elle sera, prêtez bien attention à mes dernières paroles. Celles-ci sont les paroles d'une femme crainte, d'une politicienne féroce, mais surtout celles d'une accusée vengeresse. Je suis passée devant le tribunal des hommes. Après m'avoir humiliée devant l'Assemblée, vous avez crié coupable. Je vais maintenant apparaître devant celui des grandes éternelles. Hypatie, la philosophe d'Alexandrie. Sappho, la poétesse grecque, et Wu Zetian, l'impératrice de Chine. Philosophie, poésie, pouvoir, elles seules pourront me juger et m'envoyer aux enfers. Vous avez vu en moi une violente criminelle, une femme impie, impure, impossible, ces jurons que vous avez crachés à ma face. Elles verront une jeune femme promise à l'âge de 11 ans à un homme de 15 ans, son aîné. Une femme qui a dédié sa vie aux études, à défendre des idéaux et à lutter contre la masse informe de la société que vous avez construite et à laquelle je dédie ces mots. J'étais trop puissante, j'étais trop intelligente, j'étais trop influente, et dans votre peur, vous avez fait de moi le pire des diables. Mes larmes, je ne vous les donne pas. Ma fierté, elle n'est pas restée collée à la pointe du bourreau durant toutes ces années qu'il m'a torturée. Et enfin, malgré tous vos efforts, ma vertu reste libre de vos mensonges. Par frustration, vous m'avez enfermée. Vous m'avez laissé dépérir du haut de ma tour avec mes seules pensées et mes seuls papiers. Mais vous regretterez de ne pas m'avoir exécutée aussi vite que vous auriez dû. Car prenez garde, ma rage a grandi durant toutes ces années. Vos jours sont comptés, et la prochaine fois que nous nous reverrons, je ne brandirai pas ma plume. Vous ne lirez pas ces mots. Mais je planterai mon glaive vengeur dans votre peau. Je souhaite que cette lettre reste aux mains de ma fille, au même titre que toutes mes possessions, et je lui laisse le soin de débarrasser les caves. Ce que vous venez d'entendre est le testament de la comtesse hongroise Elisabeth Báthory. On a retrouvé ce feuillet à côté de son corps, vide de vie, semblant avoir été transpercé par un glaive, laissant un trou béant dans sa poitrine. Certains pensent à un meurtre, possible. D'autres avancent l'idée d'un suicide, car enfin, après des années d'enfermement, sa seule porte de sortie était la mort. Ne pouvant exécuter sa vengeance ici-bas, elle l'attend dans l'au-delà. Les chefs d'accusation étaient les suivantes. Accusées d'avoir enlevé et tué des centaines de jeunes femmes, de les avoir torturées et vidées de leur sang dans leur château. Des fadaises, des rumeurs selon beaucoup. Mais en secret, ce qu'ils ont découvert dans les caves de la comtesse étaient les innombrables restes des jeunes femmes disparues. Il n'était pas si loin de la vérité lorsqu'il l'appelait une meurtrière aux airs de sainte. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était la première des Dracula modernes. Inspirant des auteurs comme Bram Stoker, elle reste dans la postérité comme la femme qui ne voulait pas vieillir, se baignant et buvant le sang des jeunes femmes vierges. Elle restera dans notre histoire une des plus grandes serial killers. J'aimerais finir sur le fait que sa fille a disparu peu de temps après sa mort. Peut-être voulait-elle continuer l'œuvre inachevée de l'immortalité. Sur le sujet, on joue au papa et à la maman. Camille Papin. Sachez que ce sujet aborde des thématiques comme l'inceste ou le viol. Donc pour les personnes sensibles, nous vous invitons à sortir de l'amphithéâtre et rejoindre la safe zone, bien sûr.
Du plus lointain que tu te souviennes, tu as toujours porté sur lui un regard plein d'admiration. Il était cet enfant modèle auquel les adultes ne se donnaient pas la peine de prêter attention. Il était drôle, attentionné, malin, surtout malin. Avec ses quelques années de plus, il était ce grand qui avait toujours de bonnes idées, avec qui on ne s'ennuyait jamais. Alors, quand il te disait que tu étais sa cousine préférée, d'un rose bonbon, tes joues se pourpraient. Un jour, il t'a pris à l'écart et t'a emmené dans cette chambre du premier. Il t'a dit « On joue au papa et à la maman ?» Tu le connaissais ce jeu. Malgré quelques préjugés de genre, tu aimais bien être la maman qui cuisinait et gardait les poupées. Mais dans sa version à lui, c'était toi, la poupée. Il t'a dit vouloir imiter l'amour des parents, l'amour avec un grand A, comme avec le prince charmant. Alors, vous avez fait un câlin. Un gros câlin. C'était plutôt agréable au début. Tu te sentais spéciale. Tu n'étais pas sa poupée, non. Tu étais sa princesse. Doudou lapin dans une main, la sienne dans l'autre. Tu étais si jeune. Si jeune que tu ne te souviens pas exactement de ce qui s'est passé. Mais tu sais que ça a recommencé. Année après année. Tu avais appris à reconnaître ses pas montant l'escalier vers le premier, sa façon de taper à la porte, toujours par 3. Tape, tape, tape. Tu ne vas pas lui ouvrir, mais tu vois quand même la poignée tourner, serrée contre ta poitrine. Doudou lapin est toujours là, mais il ne peut plus rien pour toi. Il est le seul témoin de ce drame quotidien, le seul à entendre la vitesse avec laquelle dans ta poitrine ton cœur tape, tape, tape. Tu fais un pas en arrière, mais sur toi, toujours plus, son emprise croît. Il a rapidement l'ascendant et tu n'arrives plus à le repousser. De la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ton crâne, une décharge remonte le long de ta colonne vertébrale. Chacune de ces caresses te saisit de nausée. Tu tapes, tapes, tapes sur le sol, mais rien n'y fait. Alors tu te figes. Telle une statue de marbre, tu le laisses t'examiner, t'apprécier, se satisfaire de ta nudité. La vision enfantine de jouer à papa et maman a depuis longtemps disparu, et tu sais que ce qui se passe dans cette chambre du premier, ce dont tu n'es pas censé parler, finira par exploser. Cette chambre du premier est la cellule d'un secret qui, de l'intérieur, te brûle. Plus tard, tu trouveras la force d'en parler, mais tu ne tomberas que sur des regards fuyants de complicité. Ils ne veulent pas voir ce qu'il t'a fait, parce qu'en lui, ils voient leur propre reflet. Alors parce que Doudou lapin ne peut pas témoigner, on préférera se cacher derrière une présomption d'innocence embarrassée. Mais ton innocence à toi, c'est lui qui l'a volée. Comment ce voleur peut-il continuer à vivre librement en société? Comment peuvent-ils faire comme si de rien n'était? Comment pourrais-tu oublier ce jeu de papa et maman raté? Sur le discours « Le deuil de la perfection », veuillez applaudir Ambre Langlois. Elle est partout, ancrée, imprégnée, exposée dans notre société ou auprès de nos êtres aimés. Elle est là et te murmure d'une douce voix que tu ne devrais pas faire ci ou bien être comme cela. Et toi, guidé par l'avidité d'être apprécié, tu l'écoutes sans broncher. À mesure que tu grandis, elle grandit aussi, commençant par t'embrasser,
t'envelopper et enfin te bouffer. De ton côté, tu ne t'en sépares pas. Elle est tatouée en toi. Un tatouage que tu regrettes, comme celui que tu pourrais faire après une soirée où tu étais bien trop pompette. La perfection est constamment présente, juste à côté, car même à Saint-Ger, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. La comparaison avec autrui est une notion clé pour que l'objectif d'être un jour parfaite continue à t'obséder. Perfection, obsession, dévotion. Ce désir persiste et finit par se transformer en devoir, celui qui t'emprisonne et t'empoisonne afin de répondre aux attentes des autres, mais surtout celles de tes parents. Pour toi, ce devoir sera la mission d'une vie, pour enfin entendre ces quelques mots « Je suis fière de toi, ma fille ». La perfection n'existe pas, on le sait. C'est une phrase bateau qui n'est là que pour rassurer sur un but qui est voué à échouer. La perfection est toujours recherchée sans pour autant avoir été trouvée, comme Xavier Dupont de Ligonnès. Aujourd'hui en est la preuve, il est paradoxal que je sois devant vous à rechercher les mots idéaux pour vous parler d'un sujet qui fait mal. La perfection d'une personne se définit à être sans défaut. Alors tu essayes de faire de ton mieux. On va attendre de toi que tu aies des bonnes notes à l'école, que tu sois obéissante et bien sûr capable émotionnellement. Évidemment, il n'est pas normal de pleurer, car c'est toi qui te mets la pression. Entre nous, la pression, on préférait la boire plutôt que la subir. Et ce qui est dur avec la perfection, c'est que même si tu essayes de faire de ton mieux, tu ne réussis pas toujours. Elle est d'ailleurs plus source d'imperfection que produit de félicitations. Elle développe en toi des sentiments négatifs. Colère, frustration, angoisse. Un mélange qui fait des ravages et qui bouscule tout sur son sillage. Toujours angoissé, tu te retrouves emprisonné, menotté et le souffle coupé, avec comme seule défense l'impulsivité. Tu finis par rejeter, être rejeté, épuisé et vouloir tout lâcher. Le désir d'être parfaite ressemble à un sac lourd, un peu comme l'humour de nos ultras préférés. Il te pèse et t'empêche d'avancer vers un avenir où tu n'es plus conditionné. Et puis un jour, on t'a dit, tu sais, tu peux nous donner tes sacs. Alors, à l'image de la thérapie du docteur juif, tu peux peut-être éloigner cette peur de l'imperfection dans un coin du canapé. Cette phrase te tourne dans la tête, tu y repenses sans arrêt et tu découvres qu'au final, donner son sac ne signifie pas être imparfaite. Cela te rend juste plus humaine, car tout ce que tu as envie de faire, c'est vivre. Tu aimerais vivre pour aimer, vivre pour danser, vivre pour fêter, vivre sans penser, avec un seul espoir, celui de changer. Changer de ville, changer de vie, changer de rythme pour pouvoir savourer la vie comme tu le souhaites. Tu vas apprendre que c'est OK d'avoir des bas, que ce n'est pas grave si tu n'as pas les notes espérées, que tu ne dois pas prendre toutes les responsabilités. Tu vas apprendre à faire le deuil de la perfection, te libérer de ce poids que tu portes depuis tant d'années. Et enfin, tu comprendras qu'être imparfaite, outre le fait que cela rime à oublier les prises de tête, cela peut être chouette. Ce sujet aborde des thèmes comme la guerre, le génocide et le viol. Donc pour les personnes sensibles, nous vous invitons à rejoindre la Safe Zone. Sur le sujet « Lettre aux femmes de la guerre », veuillez applaudir Pauline Alla. « 7 mars 2024, 20h32, Gaza. Un cri, un souffle, des pleurs, elle était née. Au mauvais moment, au mauvais endroit, mais la voilà ici, la voilà en vie. Ce choix n'était pas le sien. Ce n'était pas celui de sa mère non plus, et peut-être pas réellement celui de cet homme qui ne lui avait pas laissé le choix. Une envie dans sa tête, tout autant dans son pantalon, un acte irréparable, une femme brisée et une enfant née. Les dés sont jetés, la partie est déjà perdue entre deux bombardements, ils seront vite retirés. Elle est née dans une maison qui n'était pas un foyer,
Dans un pays qui n'en sera bientôt plus un, elle appartient à un peuple génocidé, dans un monde aux yeux fermés, aux oreilles détournées. Vous ne l'entendrez pas crier, cet enfant. Vous n'entendrez pas non plus les cris des 180 femmes qui accouchent chaque jour là-bas. Vous ne verrez pas les nouveau-nés, et ne vous en déplaise, c'est aussi de notre faute. Vos yeux ne verront que les lignes des journaux qui, par des mots, relatent des horreurs, qui, par des chiffres, racontent l'enfer, mais qui, comme nous tous, s'en détournent assez aisément. Elles sont 50 000 à être enceintes, et il devrait y avoir autant de larmes sur nos joues. Ils sont 400 enfants à être tués ou blessés chaque jour, et ils ne devraient pas nous en demander autant pour une seconde de notre temps. Ils sont trop. Et même s'il n'y en avait qu'un, ce serait déjà suffisant pour y décréter un état d'enfer. L'enfer, ce n'est plus seulement les autres, mais toutes celles et ceux qui détournent les yeux et oublient leur voix. Chaque seconde compte et chaque mot prononcé, c'est en faire autant. Messieurs les dirigeants, ouvrez vos yeux, je vous en conjure, vos cœurs s'il vous en reste un, usez de vos cerveaux s'ils sont encore présents et cessez ce que vous connaissez et voyez. Sentez-vous coupable, sinon complice de ce massacre, réveillez-vous honteux et endormez-vous misérables. Et par pitié, écoutez celui qui a toujours eu raison, il l'avait dit et ce sera vrai. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Vos débats sont vains, vos mains sont vides et vos armes ne sont que votre ego et votre orgueil, mal placés comme vous dans un hémicycle, inutiles comme vos mots dans un monde, et absent comme votre réflexion lors d'un débat. Vous n'êtes que des énergumènes de basse classe mentale et n'êtes qu'acteurs qu'une déshumanisation quand on vous attend au tournant. Du changement, vous n'êtes que là et vous resservez un café, vous plaignez de votre longue journée. Éreinté, vous rentrez chez vous le soir, vous endormez sur votre oreiller de bonne conscience et sous vos draps de fierté mal placée. Cet enfant né ce soir, elle ne connaîtra bientôt plus sa vie et j'ose espérer que vous ne connaîtrez jamais la fierté d'avoir dirigé. Entre bombardements, ruines et missiles, son enfance est volée. Entre massacres, enfer, exécution, elle ne grandira pas. Ses yeux ont vu des atrocités, ses pieds ont marché sur des corps, sa mère, elle ne la reverra jamais. À toutes celles qui ont perdu leur mère, à celles qui perdront leur fille, vous n'êtes pas seules. Femmes de Gaza ou de cet amphithéâtre, mères ou orphelines, veuves ou abandonnées, torturées ou maltraitées, vous êtes entendues, vous êtes fortes, vous ne serez plus jamais seules et cela va cesser. Pour le prochain discours, ce n'est pas le moment pour en parler. Veuillez accueillir Julie Prudon. L'autre jour, j'étais en date et je me suis retrouvée à parler des crottes de lapin. Et là, la petite voix dans ma tête m'a dit « Eh Pépé, Julie, c'est peut-être pas le moment pour en parler ?» Alors, même s'il est vrai qu'un des grands avantages des lapins par rapport aux autres animaux de compagnie, c'est quand même leur crotte sèche et sans odeur, et je pense que vraiment le monde entier devrait être au courant, j'avoue que sur ce coup-là, ma petite voix, elle avait peut-être bien raison. J'ai un peu raté une occasion de me taire. J'aurais dû garder cette information pour plus tard, faire la dame mystérieuse et raffinée à la place. Mais en même temps, je trouve ça dommage, cette censure qu'on s'inflige. C'est vrai ça. En savoir tout un rayon sur les lapins, c'est un pan de ma personnalité. Je devrais peut-être pas m'empêcher de m'enthousiasmer sur cette espèce hyper stylée juste parce que c'est pas le moment pour en parler. D'ailleurs, cette phrase, c'est pas le moment pour en parler, faut que je vous le dise. J'en ai ras-le-bol de cette phrase. On me la sert vraiment à toutes les sauces en ce moment. La société constitue la base de mon autocensure, mon entourage construit le premier étage, et ma petite voix pose le toit. Voilà comment on construit un bon petit soldat de la société qui se tait. Parce que chaque fois qu'on me sort cette phrase,
J'ai l'impression que mon monde va s'écrouler. Je me sens frissonner et je n'ai qu'une envie, c'est de ne plus jamais parler. Je me sens jugée. Dorénavant, il me faudra tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de m'exprimer. Ma spontanéité est réduite à néant, mon ego inexistant. Je me promets de me taire longtemps. Mais bon, on n'arrive jamais à me museler, car comme vous avez pu le remarquer, j'adore bavarder. Le souci, c'est que j'ai souvent envie de parler de sujets tabous ou sensibles. J'adore utiliser ma voix régulièrement pour sensibiliser sur des sujets que je trouve importants. Pourtant, en préparant mon discours, je me suis à nouveau heurtée à notre bonne vieille « c'est pas le moment pour en parler ». Elle a beaucoup résonné en réfléchissant au sujet que je voulais aborder. J'avais peur de blesser, de traumatiser si je choisissais un sujet compliqué. Je voulais vous protéger, mais est-ce vraiment la bonne idée ? Eh bien, je pense que non. Les tabous sont faits pour être brisés. Alors certes, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne plaira jamais à tout le monde. Ce ne sera jamais le bon moment ou le bon endroit. Ou alors ce seront les mots qui ne seront pas les bons, ou le ton qui sera faux. Mais quoi de mieux que d'utiliser sa voix ? Ouvrir la voie pour d'autres prises de parole, permettre une farandole d'éveil à ces sujets primordiaux. Tout cela vaut bien le risque de se faire critiquer sur son choix de sujet de discussion. Alors, à tous celles qui choisissent d'être engagés, rappelez-vous juste qu'il n'y a pas de bon moment pour parler. Il faut juste oser sauter sans être assuré des retombées. Soyez fiers de vous, n'écoutez pas les jaloux. Et sur le sujet Simone, veuillez accueillir Charlotte Aymon. La semaine dernière, j'ai eu le permis. Quand j'ai eu le résultat, j'étais dans ma cuisine. Ma mère m'a félicitée et m'a dit « Le permis, c'est être indépendante. Conduire, c'est le pouvoir de se barrer. » On s'est regardés ce matin-là dans ma cuisine et on a tous les deux pensé à Simone. Vous connaissez sûrement des Simones. Simone Veil, la philosophe Simone de Beauvoir, la chercheuse Simone Meyer. Toutes ont eu des destins exceptionnels qui nous inspirent encore. Mais ce jour-là, dans ma cuisine, quand j'ai le résultat du permis, je ne pense pas à elle, je pense à ma Simone. Ma Simone est née en 1918, dans une famille d'artisans bretons. Sa mère a 13 enfants, elle est la dernière. Elle sera celle qui réussira, celle qui fera des études. Voilà la décision de ses frères et sœurs. Ils savent qu'elle a les capacités. Elle ne finira pas comme leur mère. Alors ils l'encouragent à passer le baccalauréat, puis le diplôme d'institutrice. Elle est loin de chez elle, mais ses frères et sœurs insistent. Elle réussira. Elle devient institutrice à 18 ans, sur l'île de Groix, pour des classes de 75 élèves, pendant 3 ans. Elle perd sa voix, ne peut plus enseigner. Mais ce n'est pas grave, car elle réussira. Au printemps 1939, elle rencontre Édouard Guillotin, qui l'épouse en 1940. Alors que les Allemands entrent dans Nantes et défilent en 1942, elle donne naissance à sa première fille. Mais elle refuse de travailler, elle refuse d'arrêter, car elle sera celle qui réussira. Et elle le sait, elle ne finira pas comme sa mère. À l'époque, pas d'avortement, ni contraception accessible. Alors elle utilise la méthode Ogino. Elle prend sa température pour identifier ses cycles. Les jours de fertilité, elle fait chambre à part. Elle n'aura que 2 autres enfants.
Après la naissance de son fils, elle fait dormir le bébé dans la chambre parentale. Elle pense aux 16 grossesses de sa mère, ses 3 fausses couches, et elle le sait, elle ne finira pas comme elle. Elle continue de travailler d'arrache-pied. Travailler, c'est la liberté. Alors elle embauche une bonne qui garde les enfants, car elle travaillera. Elle réussira. Elle supporte les femmes autour d'elle. Elle le sait, dans cette France de l'après-guerre, on ne peut jamais compter sur les hommes. Alors c'est Simone, quand l'époux de sa nièce atteint de tuberculose refuse de s'occuper de leurs enfants, c'est Simone qui les accueille chez elle pendant 3 ans. Elle pousse aussi ses enfants à faire des études, en particulier ses 2 filles. Elle veut qu'elles aillent loin. Elles ne seront pas accommodantes, charmantes et obéissantes. Non. Quitte à être déplaisantes, offensantes, voire emmerdantes, elles seront indépendantes. Elle est détruite le jour où sa cadette, Yvonne, lui annonce qu'elle abandonne ses études à 21 ans pour épouser Maurice Couturier, le grand homme, spécialiste de Nabokov, pour qui elle repasse ses chemises qu'il change 2 fois par jour. Simone a échoué. Sa fille sera la femme d'eux. Simone porte également des pantalons quand elle voyage sans son mari. La Californie, la Grèce, les Seychelles, elle ne sera pas clouée au sol. Si on la regarde mal à l'église le dimanche, ce n'est pas grave. Un jour, elle a 40 ans, elle demande à son mari, Édouard, de l'emmener au théâtre à Nantes. Il refuse. Mais Simone ne sera pas clouée au sol. On est en 1958, parmi les détenteurs du permis de conduire, seulement 15% de femmes. En un temps record, elle passe le permis de conduire et part en claquant la porte. Qu'importe si on la regarde mal le dimanche à l'église. Je sais que personne dans cette salle n'avait jamais entendu parler de Simone Le Tiec. Elle est l'une de ces femmes, de ces innombrables femmes dont on ne parlera jamais, dont l'histoire sera tue. Mais si elle n'a pas marqué l'histoire avec un grand H, Simone Le Tiec, mon arrière-grand-mère, a marqué la mienne. Alors, en voiture, Simone. Sur le sujet Songe d'un long printemps, Paola et Alicia. C'est une nouvelle vie qui commence, un nouveau départ. C'est tout ce qu'on attendait. On a tellement travaillé pour être ici. L'école de l'élite. L'institution du savoir. L'université du prestige dans son écrin d'ivoire. On a bien fait d'avoir peur d'être révolutionnaire. On n'a eu qu'à se contenter d'une plume universitaire et bingo. Jackpot. Euro-million. Ça y est, on y était pour de bon. On nous congratule, on nous offre des fleurs qui nous rappellent chaque matin que la réussite un jour à notre porte a toqué. Au milieu des roses, des tulipes et des encolis, un bourgeon entame sa floraison. Les portes s'ouvrent sur les lueurs éclatantes du printemps. On dirait le début d'un songe. Faut qu'on parle. J'ai rencontré quelqu'un. Je me suis rencontrée. C'était un soir de mai. Le soleil venait à peine de se coucher et il n'y avait que ses yeux pour irradier dans le noir. On parle un peu, beaucoup en réalité. Le temps s'allonge et les secondes semblent bien plus douces qu'elles ne l'ont jamais été. Il est beau, quel sourire, je suis comme dans un roman. Et en plus, je crois qu'il me comprend. C'était une matinée de printemps. J'ai claqué la porte de son appartement et l'écho en a brisé mon ego. Je me suis effondrée. Personne ne m'avait parlé comme il m'avait parlé. Mais j'ai séché mes larmes et j'ai relevé la tête. Et puis, après une longue journée de bouillonnement, le soir en rentrant, j'avais remis le point sur les i et replacé les soldats dans les rangs. Il parlait si bien, on passait des heures simplement à se regarder. Et il me semble qu'il voyait en moi ce que je n'avais jamais su déceler, peut-être par manque d'orgueil ou de lucidité. Dans ses yeux, j'étais belle. Dans ses yeux, j'étais celle dont j'avais toujours rêvé. Et pourtant, ça n'a pas duré. Je l'ai regardée, elle m'a regardée.
Dans cette glace, alors que je pensais être abattue par le reflet d'une victime, j'étais éblouie par celui d'une battante. Celle qui ne baisserait jamais les bras et lèverait toujours les yeux pour leur faire face. Celle qui rayonnait, même dans la torpeur d'un giboulé. Assurée, déterminée, j'étais enfin moi. Je ne t'aime plus, je sens qu'il n'y a plus ce truc entre nous, tu vois. Oh non, tu croyais vraiment que ça durerait toute la vie? C'est le message qu'il vient de m'envoyer. À travers mon écran, je ne le vois pas. Je ne peux pas chercher ses yeux autrefois bavards. Je n'ai que ses mots pour me blesser et mes larmes pour pleurer. Tout ce que j'avais bâti s'effondre à la seconde où il a cessé de me regarder. Je me sens tellement alourdie par cet amour. Ça me bouffe, ça me crispe. Je me sens tellement allégée par le vent. Ça me réchauffe, ça m'enchante. La vie est une danse. Macabre, un chant, grotesque, un cri d'horreur. Ça suffit. C'est fini. La nuit prend parfois rendez-vous trop tôt, tu sais. Mais le jour s'empresse de lui emboîter le pas. On oublie souvent que ceux qui vivent à nos côtés traversent des histoires bien différentes. Et puis, un après-midi, sans crier gare, ça nous saute aux yeux, ça nous frappe un peu. Nos rêves, nos nuits, nos souffles poursuivent des vents contraires. Mais le Mistral a beau chanter au rythme des cigales, c'est toi. Non, c'est moi. La Saint-Germanoise qui est emportée par la flemme. Et elle nous traîne et nous entraîne et nous éloigne les unes des autres. Devant les vitrines du bonheur des dames s'immisce le malheur que leur procurent les hommes. On pourrait rester derrière ces fenêtres de verre, ouvertes sur le monde, si seulement... Oui, si seulement on pouvait s'en contenter. Si seulement on pouvait se contenter du bonheur d'être sa propre compagne. Mais est-ce que le bonheur ne s'attend pas à deux? Je peux te parler? J'ai rencontré quelqu'un. Je me suis retrouvée. En fait, parler d'amour, c'est juste un prétexte pour parler de nous. J'imagine que l'amour qu'on se porte à soi-même fleurit dans le même jardin que celui que l'on porte aux autres. Il faut simplement apprendre à arroser les deux parcelles pour qu'elles soient pleinement nôtres. Je t'aimais, parce que dans tes yeux, j'étais une autre. Je m'enivrais de tes poèmes et dansais dans les rideaux rouges qui cachaient notre idylle au soleil. Je t'aime, parce que chaque jour, je trouve en toi une douceur de vivre qui m'embrasse chaque fois que mes lèvres se posent sur les tiennes, sans pour autant les attendre pour aimer, écrire et penser. Mais je ne t'aimerai plus. Et j'essaierai de m'aimer davantage à présent. Pour ne plus attendre du regard des autres un assentiment pour valider mes sentiments. Je me retrouve seule avec moi-même, mais pas isolée de celles que j'aime. Celles qui ont croisé ma route et qui l'ont rendue plus belle. Avec elles, je me sens bien. Ces amies que la vie a placées sur mon chemin. Il paraît même que quand on s'est connus, on s'est reconnus. On s'est perdu de vue. On s'est reperdu de vue. On s'est retrouvés. On ne peut plus se quitter. Ni même se séparer. Sur le sujet déserté, veuillez applaudir Joanne Constantin Seigneur. Un cab, un cab, all cops are bastards. Vous avez pas honte de crier ça? Vous savez que c'est un appel à la haine? Alors, mis à part pour ne pas me laisser flop, pourquoi une telle accusation? Hier, j'en ai vu un aider une grand-mère à traverser la rue, en fait. C'est pas tous des cons. C'est pour répondre à toutes ces questions que j'aimerais m'adresser directement aux policières et aux policiers. Aujourd'hui, j'aimerais enfin aller au fond de ma pensée. J'aimerais parler aux personnes derrière l'uniforme et j'aimerais leur dire que vous ne faites pas partie des dominants. Vous êtes des travailleurs, vous êtes des prolétaires, vous vendez votre force de travail, vous êtes comme tout le monde. Vous avez plus de points communs avec les personnes que vous réprimez qu'avec celles que vous défendez. Vous avez de plutôt bonnes conditions de vie, certes, et même,
Quand on voit le taux de suicide, on peut se demander si c'est vraiment un statut si favorable. Mais vous ne faites pas partie des dominants et vous n'en ferez jamais partie. Vous êtes seulement l'arme des dominants contre toute forme de contestation de l'ordre établi. Vous le renforcez malgré vous, et je dis bien malgré vous, parce que je ne pense pas que vous soyez de mauvaises personnes. Certes, je déteste la police comme institution, mais pas les individus qui en font partie. Je suis persuadé que vous êtes entrés dans la police pour les bonnes raisons, pensant être des gardiens de la paix, et c'est effectivement une partie de votre mission. Mais une autre partie de votre mission, c'est d'être là, en manif, pour être sûr que nos revendications ne soient que verbales et que jamais nous ne puissions agir concrètement pour établir nous-mêmes une forme de justice. Et je sais bien que c'est pas facile de se rendre compte que le chemin professionnel qu'on a pris et qu'on veut peut-être même faire depuis notre plus jeune âge n'est en réalité pas celui qu'on croyait, qu'on ne va pas servir à ce qu'on pensait, à la justice, à la paix, mais bien à maintenir une injustice en faveur d'une classe dominante. Je pense qu'au fond, vous le savez, et c'est ce qui crée en vous un mal-être profond, impossible à verbaliser, insaisissable, qui conduit parfois à commettre l'impensable. Mais vous pouvez encore changer de camp. Vous pouvez rejoindre nos rangs, vous êtes du mauvais côté de l'histoire, mais il n'est pas trop tard. Ce n'est pas une honte que d'admettre d'avoir fait une erreur. Au contraire, ça témoigne d'un courage immense et vous serez enfin les héros que vous rêviez d'être. Quant à l'insécurité, ne vous inquiétez pas, que vous soyez là ou pas, ça ne change rien. De toute façon, aujourd'hui en France, une femme est victime d'agressions sexuelles toutes les 5 minutes. À la fin de mon discours, ça fera une de plus. La police n'a aucun pouvoir dissuasif en ce qui concerne les crimes, et même a posteriori, elle est inutile. 7 plaintes pour viol sur 10 sont classées sans suite. Ce que je dis là n'engage que moi, mais je ne vois pas bien comment prétendre à une société pacifiée par la force. Le meilleur moyen de ne pas attaquer son prochain, c'est de ne pas en avoir besoin. C'est de ne pas vivre dans un climat de peur et de manque constant. C'est de ne pas avoir le sentiment que tout le monde est un potentiel concurrent, prêt à tout pour faire son argent, à exploiter, user, aliéner, tout ça, juste pour un profit plus grand. L'individualisme est le pire des maux de notre temps. C'est l'huile qui permet de faire fonctionner sans accroc la machine destructrice du capitalisme. Désormais, nous sommes tous ensemble contre un ennemi commun, et les intérêts des autres sont les intérêts des uns. Alors, au lieu de punir, aidons. Au lieu de frapper, tendons la main. Au lieu de posséder, partageons nos biens. Et les autres en feront tout autant. Je ne pense pas que l'humain soit fondamentalement mauvais, mais qu'un contexte d'insécurité matérielle et émotionnelle peut faire de lui le pire des monstres. Si on lui donnait tout ce dont il a besoin, ce qui est possible dans un pays aussi développé que le nôtre, la police ne servirait plus à rien. Alors posez vos armes et enlevez vos uniformes, défaites-vous de vos obligations immorales qui tordent vos esprits, désertez, vous verrez que vous avez bien plus à y gagner. Sur le sujet « Sois belle et tais-toi », veuillez applaudir Louane Lopez. Mascara, blush, cheveux, ça c'est fait. Je pourrais mettre ma robe, mais restons sobres, pantalon et joli top. Je me suis bien regardée avant de partir, et si le miroir avait pu parler, il m'aurait certainement complimenté. Être belle, ça aussi, c'est fait. Pour même pas besoin de trop travailler, pour les jeunes, c'est maman qu'il faut remercier. Oui, c'est le Sud dans toute sa beauté, de Marseille à Cannes, je pense qu'il y a quoi se vanter. Cela peut expliquer le nombre de personnes à mes pieds, encore à l'instant en montant sur scène. Sous mon charme, certains sont tombés. Lui n'a pas encore l'air de s'en être remis, apparemment, si quelqu'un peut l'aider à se relever. Je crois qu'il me reste 3 minutes 30. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de me taire. Essayons pour la science. Ouais, non, c'est chiant. Même si je sais que ça ne vous pose pas de problème de m'admirer, moi, je commence à me faire chier. Pardon pour mes vulgarités, c'est que mon vocabulaire n'est pas aussi charmant qu'il en a l'air.
Et je crois même que me taire, je n'ai jamais appris à le faire. Qu'est-ce que tu es belle, tu es si jolie, tu dois faire des ravages auprès des garçons. Oui, mamie, c'est vrai que les garçons m'apprécient, mais la seule chose qui les dévaste, c'est ma bouche. Loin de moi les cochonneries auxquelles chacun de vous avait pensé et ri, parce que si, comme le monsieur du métro, vous aimeriez savoir ce que ces belles lèvres feraient, je n'ai connu qu'une seule manière de les utiliser. Rabattre mes idées acariâtres, débattre et entendre que j'ai besoin d'un psychiatre, mais surtout abattre chacune de mes cibles, qui sont au nombre de 4. Milliards, plus ou moins, je ne les ai pas comptés, mais je sais qu'ils sont nombreux. Ils sont dans nos villes, dans nos campagnes. Ce sont les hommes. Les mâles, les détenteurs de la vérité, de la virilité, bridant les femmes, les filles et les voix. Parce que c'est bien connu. Celles qui crient ne sont pas les jolies. La beauté réside dans le secret, dans le discret. S'il faut souffrir pour être belle et se taire pour l'être, il y a beaucoup de conditions à la beauté. Je veux être attirante et plaisante, mais je ne veux pas subir la souffrance de mon silence, mettre de côté ma bien-pensance pour que vous échangiez un regard et admettiez « Elle est conne, mais qu'est-ce qu'elle est bonne !» Je ne veux pas ressentir le désaccord, l'envie de réagir au fin fond de mes tripes et avoir peur que l'on me juge. S'il y a un débat sur mon propre corps, je participe. C'est un choix simple. Exprimer ma misandrie, que depuis le début de ce discours, vous aurez compris, ou me taire et ne pas soutenir mes pairs. Le sexe faible n'a qu'un atout fort, la parole. Quitte à passer pour une folle, parce qu'après tout, assez hystérique, c'est leur rôle. Alors parlons, voire crions, puisque notre seul moment de visibilité, c'est dans la rue, hurlant pour l'égalité, à gorge déployée, seins nus ou habillés. Allons au commissariat, accusons PPDA, même si on ose nous demander « Madame, ce soir-là, comment étiez-vous habillée ?» Répondons sans jamais scier. Ce soir-là, j'étais belle. Une tenue ruinée qui avait beaucoup de potentiel. J'étais belle, mais je ne me tairai pas. Nous sommes belles et nous ne nous tairons plus. 4 milliards de voix, plus ou moins, je ne les ai pas comptées, mais croyez-moi, ça m'aurait plu. Ça fait du bruit. Ça assourdit ceux qui nient, ceux dans le déni, ça nous rend plus jolis et ça leur nuit. Le nez dans leur connerie, il y aura ceux qui fuient, ceux qui rient et ceux qui nous remercieront de l'avoir dit. Nous serons 4 milliards. Plus ou moins, je n'ai pas compté, mais si j'avais pu, croyez-moi, ça m'aurait plu. Sans bâillons, sans chaînes, pourvus de haine et de nombreuses peines. Nous serons 4 milliards. Et je n'ai toujours pas compté, mais je sais que nous ne nous tairons pas, et s'il faut jusqu'à s'en casser la voix, car aujourd'hui, on en a marre d'être des proies. Nous serons 4 milliards, sûrement un peu moins, et nous ne nous tairerons pas, ni dans le silence, ni dans la peur, et encore moins sous l'ego des mâles dits alpha. Mais là, je suis une. Je suis moi, seule devant vous, seule sur scène et seule face à moi. Et le seul message que j'ai à vous passer, c'est de l'espoir et j'espère un peu d'émoi. Ce dont je suis sûre, en revanche, c'est que 4 minutes sont passées. Et que par ma personne, vous êtes sûrement d'autant plus charmés. Mais par-dessus tout, vous l'aurez remarqué, personne ne m'a dit de la fermer. Et pour le dernier discours, veuillez applaudir Mathilde Hervé sur le sujet « La force est invisible pour les yeux ». Attila, 1m85, 107 kg au développé coché, 1,15 au semi la semaine dernière, un cerf tué dans l'hiver. Au premier abord, la force de Thor. Il vous impressionne et s'en enorgueillit. Marteau de la virilité en main, cape au vent, il est fort comme un guerrier. Qu'il est beau!
Ce monde superficiel qui s'émerveille devant la tenue d'apparat. Il en oublierait presque l'étrange paradoxe qui fait que la force, pièce maîtresse de l'uniforme, ne sera jamais complètement reflétée dans un galon, ni même dans le regard de celui qui le porte. Si l'on veut décortiquer le secret de ce que l'on pense inébranlable, cessons d'être absorbés par les éclats de lumière, parce que derrière l'évidence se cache la subtilité de la vérité. Et la vérité n'est pas toujours belle à voir. La preuve, la force de l'oppression, c'est la corruption. Mais en face, qui de plus fort qu'un peuple qui cherche la liberté qui se trouve en lui? Qui de plus fort que celui ou celle qui, une fois mort, aura pour tombeau le cœur des vivants? Dans ce cœur battent encore des Simone Veil, des Pierre Brossolette, des Stéphane Zweig, des Alexei Navalny et autres Johnny Hallyday. Ça, c'était juste pour ma grand-mère. Parmi eux, Missak Manouchian. Communiste, étranger, bon, peut-être pas la force de valeur actuelle, mais en tout cas celle des FTP-MOI. Manouchian, celui que le peuple a pleuré, rue Soufflot. Il quitta le Saint-Valérien caché derrière la colline pour entrer là où la patrie reconnaît les grands hommes. Ce grand homme qui, au bout d'une vie de combat, a trouvé la force de mourir, sans haine pour son ennemi. Ça, c'est ce que dira un autre homme, qui, dans son discours, devra sûrement sa force à un stagiaire qui aura rédigé les éléments de langage. Le langage, les mots, les beaux discours et même les grandes idéologies peuvent toutefois trouver leur force dans leur antagonisme. La force du communisme, c'est le capital. Celui qui fera délirer le Napoléon d'Orwell et le Joseph de Staline, le petit agresseur du peuple. La force de l'agresseur, c'est le silence qu'il fait peser, cette omerta, cette toile d'araignée qui va se tisser dans vos poumons pour ne plus vous faire parler. Mais la force des victimes, c'est une Judith Godrèche qui parle, qui hurle même, si elle ne vous entend pas. Elle, passionnée par son combat, se bat pour la dignité des plus faibles, pour celles et ceux qui auront à présent toute leur vie pour retrouver leur jeunesse. Parce que la force de la jeunesse, c'est de penser qu'elle durera toujours, jusqu'au dernier effort fait pour expier le dernier souffle. Alors la force de la vie, c'est la mort. C'est celle qui vous aura conduit à vivre chaque instant sans aucun mépris, sans aucune désinvolture. Sans mort, pas de vie. Et même si cette dernière peut parfois être méprisable, s'il n'y avait pas de fin, il n'y aurait rien. À la fin, la question, c'est de savoir quelle est cette force invisible. Quelle est cette force qui nous a conduits à toutes prendre la parole? Et est-ce que notre parole vaudra celle de nos prédécesseurs? Vous savez, ces femmes à qui nous devons rendre hommage, parce qu'elles ont parlé, alors qu'il furent des périodes où l'on avait la force de les envoyer à l'échafaud et pas à la tribune. Ayons la force des sorcières et des hystériques, parce que comme nous l'avons vu, sans elles, il n'y aurait rien. Leur vraie force, cela a été d'unir celles qui croyaient au ciel et celles qui n'y croyaient pas, celles qui ont répété le nom qu'aucune des deux ne trompe pas, la liberté. Celles-là, ne les voyons bien qu'avec le cœur, car leur force est invisible pour nos yeux. Le jury va désormais se retirer pour délibérer. Cher public, vous aurez l'occasion de voter pour votre discours préféré. Merci à vous tous d'être là ce soir et d'avoir rendu ce prix possible. Merci à tous nos orateurs et nos orateurs d'avoir participé et d'avoir rendu notre vision réelle ce soir. Merci à tous nos jurys d'avoir accepté de nous faire l'honneur de venir ce soir. Et merci à Nadia, à Raphaël, à Romane et à Pauline d'avoir organisé ce prix ce soir. On va tous vous dire un truc, je crois, assez rapidement, parce que sinon on va se faire virer. Mais vraiment, merci à tous d'être là ce soir. Vraiment, ce projet nous tenait tellement à cœur. On est tellement heureuse de l'avoir fait. On est tellement heureuse de vous avoir toutes et tous entendus. C'était vraiment incroyable. Merci à vous d'être venus pour avoir permis que ce projet soit possible, soit réel. Et c'est trop beau de vous voir tous ce soir. Vraiment, merci à tous. Vraiment.
Donc merci encore, je vais dire la même chose, merci à tous et toutes d'être venus. Merci aux oratrices et orateurs d'avoir participé. Et merci aussi à FAM d'avoir collaboré avec nous pour cet événement. Si vous voulez dire quelque chose. On n'a pas grand-chose à rajouter. Juste vraiment merci à tous pour votre venue. Encore une fois, merci aux tribuns, au bureau féminin des tribuns pour l'organisation. Et merci à tous les oratrices, évidemment. Vraiment, vous êtes géniaux. Cœur sur vous. Voilà. Le mot de la fin avant de laisser au jury, mais honnêtement, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait rire et j'ai adoré cette soirée. C'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde ici, donc merci beaucoup. Et maintenant, nous allons accueillir le jury sur scène afin qu'elles vous délivrent ce qu'elles ont pensé de vos discours. Je ne sais pas qui veut parler, vous pouvez passer le micro. Il y en a une qui a pris des notes, alors on va lui laisser le micro. Ce fut difficile de vous départager. Mais comme on était contrainte par des considérations strictement bassement matérielles et triviales, nous avons tout de même tranché. Et sans plus attendre, notre jury a décidé de remettre le prix de l'humour à Madame Louane Lopez. Bravo Louane. J'enchaîne, hein, Louane, vous m'en voulez pas. On a faim. Nous avons remis le prix de la plume à Madame Lisa Saint-Leb. On peut pas, là. Vous lui transmettrez nos sincères félicitations. Le prix de l'émotion revient à Madame Pauline Alla. Dans un procès, on attend le jugement avec impatience quand même. Je ne sais pas pourquoi les gens sont partis. Pour le prix de l'engagement, notre jury a décidé de décerner ce prix à Keylitz. Bravo pour ce discours très riche. En graine d'oratrice, petite surprise de notre jury, nous sommes des femmes libres et déterminées, nous avons pris la liberté d'accorder ce prix à 2 personnes, ex aequo. Et nous avons décerné ce prix à Mme Julie Prudon, ainsi qu'à Mme Lisa Aupetit. Nos copines, nos copines. Vous partagerez le bouquet, enfin, vous allez vous débrouiller, quoi. Ouais, super. Vous êtes colocataire? Non, vous avez du coup pourrez partager. Voilà, c'est bien. Et enfin, le prix tant attendu du coup de cœur du jury, j'ai nommé, et j'espère qu'elle est là, Charlotte Hamon. Ouais, elle n'est pas partie. Bravo Charlotte. Est-ce que vous voulez dire un mot? Non, mais juste pour annoncer le prix du public. Et après, on vous laisse le micro. Et pour le prix du public, du coup, nous avons Alicia et Paola. Mais vous voulez dire un petit mot, peut-être? Je sais pas. Non, c'est bon. Juste un tout petit mot, c'est pas la première fois que je viens à ce concours d'éloquence et je suis toujours frappée par les messages que vous passez qui sont de grande qualité, qui sont engageants, qui sont aussi engageants pour la société en général et puis ça nous inspire beaucoup.
parce que la vie, c'est vous qui la portez, l'avenir, c'est vous qui le désignez, et on vous entend, ou en tout cas, on entend vos engagements avec beaucoup d'émotion. Et une suggestion, mettez-les sur le site pour qu'on puisse les relire à tête reposée. Faites un PDF qu'on puisse faire passer aussi. Alors, inspirer vos proches. Je ne sais pas s'il y aura des PDF, par contre, tout est pris en vidéo et sera disponible sur YouTube sous peu. Donc voilà, vous pourrez avoir le loisir de revoir tous vos discours préférés. Et j'invite aussi toutes les participantes du prix Lilith à venir sur scène pour récupérer vos fleurs.